Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après une vague de consternation des Camerounais devant les images choquantes d'un bébé assassiné sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement dément l'implication de l'armée camerounaise et accuse ouvertement des groupes séparatistes d'être les auteurs de cet acte barbare. Vous suivrez dans ce journal la version officielle du gouvernement qui contraste avec le témoignage de la mère de l'enfant assassiné. Dans l'international, limogeage en cascade au sein du gouvernement gabonais, le scandale lié à l'exploitation illégale des essences forestières rares vient d'emporter plusieurs membres du gouvernement. Nous en parlerons dans ce journal. Le gouvernement camerounais n'a pas tardé à réagir à la suite de la clameur et la consternation des Camerounais voyant ces images d'un enfant assassiné sur le théâtre de la crise anglophone et suivant le témoignage choquant de la mère de l'enfant. Pour le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas l'armée camerounaise qui est derrière cet acte barbare. Le ministre de la Communication pointe un doigt accusateur sur les groupes séparatistes et donne la version officielle du gouvernement sur les circonstances de l'assassinat de cet enfant. Le récit des faits officiels selon le gouvernement, c'est dans ce reportage que signent Sylvestre Zangao et Dallas Chana. Ce document vidéo est émouvant et insoutenable, reconnaît René Emmanuel Sadi dans un communiqué publié ce mercredi. Mais dans la suite, le ministre de la Communication affirme que le gouvernement dément formellement les allégations mensongères qui accusent l'armée camerounaise d'avoir commis ce crime odieux à Mouyouka, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Ce bébé de 4 mois tué. Le ministre de la Communication précise qu'à la lumière des informations soigneusement recoupées par les services spécialisés de l'État, cet acte abominable a été perpétré par des individus issus des bandes armées criminelles. Selon René Emmanuel Sadi, ces criminels, pris de court par la dynamique d'apaisement et de reprise en main de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, s'emploient de façon pernicieuse à maintenir un climat de terreur et de désolation parmi les populations. C'est dans cette optique, poursuit le ministre de la Communication, qu'un groupe d'individus armés de fusils de chasse de calibre 12 et d'armes blanches a investi le domicile d'un ancien rebelle sécessionniste, aujourd'hui repenti et réinstallé chez lui au quartier Makonga, à Mouyouka. Ce père de famille, comme mentionne le communiqué du ministre de la Communication, alerté de l'imminence d'une expédition punitive de ses anciens compagnons de guerre et pris de panique, a dû quitter précipitamment son domicile avec son épouse et 2 de ses enfants, sans avoir pu emmener avec eux leur fillette âgée de 4 mois. C'est ainsi que les assaillants vont s'acharner sur cette âme innocente et l'assassiner froidement. Peut-on lire? René Emmanuel Sadi affirme également que l'analyse minutieuse de la vidéo sous-évoquée, effectuée par des spécialistes, indique clairement que la blessure sur la tête de la fillette a été infligée à l'aide d'une arme blanche et non pas d'une munition, dont l'impact sur la tête d'un enfant de moins d'1 an aurait été totalement différent. Le ministre de la Communication affirme qu'il apparaît donc que cette vidéo procède d'une véritable mise en scène orchestrée au fin de manipuler l'opinion et d'accabler une fois de plus les forces camerounaises de défense et de sécurité. Le gouvernement, affirme René Emmanuel Sadi, condamne avec la dernière énergie ces actes répétés de barbarie qui surviennent au moment où le chef de l'État entreprend de mettre en place toutes les mesures nécessaires au retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette version officielle du gouvernement contraste avec le témoignage de la mère de l'enfant qui a pointé un doigt accusateur sur certains hommes en tenue durant la journée du 20 mai 2019 dans cette partie du Cameroun. Après la découverte d'une tête décapitée au lieu-dit mobile Nkwen à Bamenda, le gouverneur du Nord-Ouest vient lever le voile sur l'identité de cette personne. Selon Adolphe Lélé-L'Afrique, il s'agit de Olivier Vondou-Wuntai. Il était enseignant d'histoire-géographie au lycée bilingue de Nitop. Le gouverneur du Nord-Ouest annonce des investigations pour retrouver les restes de la dépouille. Dans son communiqué, Adolphe Lélé-L'Afrique exprime au nom du chef de l'État et du ministre des Enseignements secondaires ses condoléances à la famille du défunt et la communauté éducative du Nord-Ouest. Dans ce communiqué, le gouverneur de cette région appelle les populations à dépasser leur peur
pour collaborer avec les autorités administratives et les forces de sécurité et de défense en dénonçant les suspects et les auteurs des actes terroristes dont l'objectif est d'impacter négativement sur le processus de paix engagé par le gouvernement pour trouver une solution à la crise socio-politique dans la région du Nord-Ouest. Évoquons à présent une autre découverte macabre, cette fois-ci dans l'arrondissement de Bankomo, près de Yaoundé. Le corps inerte d'un enfant de 2 ans a été retiré du puits familial ce matin. Cet enfant était porté disparu depuis vendredi dernier et les circonstances de sa disparition restent encore floues. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. C'est grâce aux efforts conjugués des sapeurs-pompiers et de quelques braves hommes du quartier que le corps inerte du petit Kengfak Alphonse a été retiré du puits en fin de matinée de ce mercredi 22 mai, devant une foule médusée, presque sans voix. Le père de l'enfant est inconsolable. Je me souviens que le vendredi matin, j'ai laissé mon fils là, juste au village. Le soir, vers les 20h30, quand je rentre, je ne trouve pas les enfants à la maison. Ils me font comprendre que mon fils a disparu. C'est mardi soir que le corps a été découvert au fond du puits, au 5e jour de la disparition de l'enfant, tout juste âgé de 2 ans et demi. C'est ma 3e fille qui va vers le puits. Elle m'appelle curieusement, papa, il y a une odeur qui sort du puits. Je dis, mais de quel genre d'odeur il s'agit? Elle me dit non, elle insiste. Je dis, bon, vous savez, les désirs de nos enfants sont nos obligations. Et là où je vais vers le puits, j'approfondis ma respiration. Il y a une odeur qui me frappe. Je dis donc à ma fille d'apporter la torche. Je capte donc le puits. Grâce à ma surprise de torcher profondément et trouver le corps de mon fils. Pour l'heure, les supputations vont bon train au sujet des circonstances de la disparition et du décès de cet enfant qui goûtait à peine au plaisir de la vie. A-t-il été jeté vivant ou déjà mort dans le puits? Et par qui? Des questions qui ne trouveront peut-être des réponses qu'au terme de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Bankomo. Mais une chose est certaine, l'enfant ne s'est pas retrouvé dans ce trou par accident, puisque le puits était entièrement couvert et non fonctionnel. Parce qu'il me souvient quand même qu'un enfant de 2 ans et demi ne peut pas grimper sur ce puits que vous voyez au point de se retrouver à l'intérieur. Ce que permet aux gens, même si une grande personne tombe dessus, c'est qu'il aura le temps de se retourner et se retrouver au sol. Mais curieusement, depuis que l'enfant a disparu, ce puits était encore hermétiquement fermé jusqu'à la découverte de l'horrible que vous voyez là. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne cherche pas le problème. Je n'ai jamais dit qu'il faut à quelqu'un ici au quartier. Donc, après tout ce qui vient de se passer, moi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. En attendant de percer le mystère qui entoure cette tragédie, le petit Alphonse Kengfak a été inhumé sans autre forme de procès au pied du mur de la maison familiale à Bangon, dans l'arrondissement de Bankomo. Je vous invite à présent à la découverte d'une localité située dans le département du Mungo, notamment à 14 km du centre-ville de Melon, la localité de Mankwa, qui est en manque de services sociaux de base. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable, les soins de santé se font rares, les infrastructures sont obsolètes et pourtant là-bas, elles souffrent le martyre au quotidien. C'est le constat que font nos reporters Cyril Djemba et Jean-Paul Chouniat dans ce reportage. Au cœur d'une de ces plaines du Mungo, le village Mankwa, situé à 14 km du centre-ville de Melon. Le mauvais état de la route, c'est le premier chemin de croix pour tout voyageur qui se rend ici. La paisibilité enveloppée dans la splendeur de la nature et la fraîcheur du climat masquent mal les difficultés quotidiennes des 5600 habitants de ce village aux besoins sociaux de base énormes. Est-ce que ça va? Non, rien ne marche. Rien ne marche. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons d'abord la route, l'électricité, le personnel de l'hôpital. Les personnels du CETIP. Première galère de tous, l'eau potable. Mankwa n'en a plus bu depuis que le mini-château d'eau a cessé de fonctionner. Voilà presque 35 ans. Je n'ai pas vu le fonctionnement de ce château. Donc ça veut dire que si j'ai plus de 28 ans aujourd'hui, c'est une histoire qui date aussi de moins de 30 ans. Il n'y a même plus un point d'eau potable dans tous les villages. Donc même les sources qui nous servaient avant sont devenues comme des déserts. Et comment les villageois ici se procurent de l'eau? Bon, pour la plupart des cas, c'est dans les marigots.
Voilà, on se lave en bas, on puise l'eau à boire. À côté des problèmes d'eau à boire, la population de ce village n'a pas accès aux soins de santé de qualité, faute d'un personnel qualifié et d'un centre de santé opérationnel. L'hôpital est abandonné à elle-même et la population souffre des soins. Il y a un malade, on le transporte sur la moto, en arrivant à Melon, il peut tomber. Quand une femme est enceinte, avant qu'elle accouche, nous avions trop de difficultés pour cause de la route. Avant que la femme arrive en ville, c'est le problème. Des fois, elle accouche en cours de route. Rigobert Ebouké, c'est ce fils du village qui fait office de bénévole en soins infirmiers dans un domicile privé transformé en centre de santé depuis 2010. On a eu un autre infirmier qui est arrivé. Bon, il n'a pas travaillé avec acharnement. J'ai œuvré avec la première et puis le deuxième. Bon, quand ils sont partis, on n'a plus eu de personnel. J'ai donc continué comme ça là jusqu'à nos jours. Au volet éducatif, des 12 établissements scolaires en état de délabrement avancé, le CETIC de Mankwa incarne au propre comme au figuré les limites structurelles et fonctionnelles de la formation des élèves. Logés dans 2 bâtiments divisés en 5 salles de classe, le CETIC de Mankwa l'est juste de nom, dans un environnement où le chef d'établissement et les enseignants n'en font qu'à leur tête. Parfois on vient à l'école, il n'y a pas de professeur, on passe toute une journée sans faire les cours. Nous, là, on a les problèmes de machine. Nous, on fait 3e année, on ne sait pas comment on peut aligner une machine. Et l'année prochaine, on présente le cadre. Le professeur qui donne le cours aujourd'hui n'est pas là. Elle a fini d'évaluer et elle nous a dit que l'année prochaine. Vous avez dit? Elle nous a dit qu'on se voit l'année prochaine. Vous nous arrivez, vous n'avez pas rencontré le directeur. Parce que chez le structure n'est déjà pas là, la structure ne peut vraiment pas bien marcher. Et nous constatons que depuis que nous, les élèves, on s'est battu avec l'appui de la population villageoise pour pouvoir faire ce bâtiment, nous n'avons plus eu aucun aide de l'État et le CETIC abandonné à nous-mêmes. En plus de la production du café qui bat de l'aile depuis des années, Mankwa manque d'activités socio-économiques. Le marché du coin est dans la broussaille. Ces nouvelles boutiques fermées à tout jamais depuis leur construction. Des commerçants qui veulent s'installer, c'est des gens qui vendent des produits tels que le parfum et autres. Et il n'y a pas la lumière pour pouvoir mieux vendre leurs produits. En 2016, il y a eu le gouverneur de la province du littoral qui a passé chez nous ici à Melon. Et il nous disait qu'on devait avoir l'électricité. Nous sommes à 4 km de la lumière. Alors je ne vois pas que ça devait avoir un grand investissement qu'on ne pouvait pas vraiment nous atteindre ici. Le village Mankwa, c'est aussi son lot de litiges fonciers, avec en lumière la prédation d'un particulier sur le terrain du CETIC, sous le regard indifférent des sous-préfets successifs de Melon et préfets du Mungo. Nous avons déposé un dossier pour l'immatriculation du terrain du CETIC. Alors, dans le service du sous-préfet, le sous-préfet a cheminé sur le préfet. Et depuis ce temps, depuis peut-être 3 ans aujourd'hui, nous avons attendu la signature de ce niveau de matriculation. Nous ne savons pas si vraiment ces administrateurs sont là pour servir les populations ou bien pour se servir, nous ne savons pas, parce que ça pose des problèmes. Abandonnés à leur triste sort, sur tous les plans depuis lors, les habitants de Mankwa ne savent plus à quel sens se vouer, fatigués d'avoir crié leur mal-être aux autorités administratives. Ainsi va la vie au village Mankwa, plongé dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. La pauvreté ne cesse de se propager dans le monde rural, dans la région de l'Ouest. Les agriculteurs peinent à subvenir aux besoins de leur famille. Grâce au trésor de la terre, ils commencent déjà à abandonner leurs plantations pour se tourner vers d'autres activités. Reportage signé Leclerc Sakem. La crise que traversent les filières café-cacao met à mal les planteurs de Saint-Chou, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. En difficulté, depuis la récolte 2018, leurs produits sont toujours stockés dans des magasins par manque d'acheteurs. Une situation qui affecte toute la chaîne de production et de décortiquage. Ces produits sont pourtant le bras séculier de l'économie camerounaise. La main-d'œuvre vieillissante, ces seigneurs de la terre sont presque abandonnés à leur triste sort. On est au champ, on souffre, ça ne va pas. Vous voyez le café comme ça se sèche là.
Ça se sèche comme ça parce que des fois on n'a pas de pesticides pour traiter. Manque d'argent, parce qu'il faut de l'argent pour payer. Ça attaque aussi même le cacaoyer. Vous allez voir les pieds de cacaoyer qui sont aussi attaqués comme ça. Et puis s'il y a les herbes là, c'est juste parce qu'on n'a pas de moyens pour payer l'herbicide pour brûler. Et je suis là avec la machette. C'est pénible et je n'arrive même pas à supporter parce que le poids de l'âge, ça ne me laisse pas aussi me courber. Un tu dépenses presque 1200 quelque chose pour avoir 1 kg de cacao. On paye ça à 800, 700 au bord champ. Comme ça, là, comment quelqu'un peut faire pour payer la pension des enfants? Et le coût de maladie, c'est de plus en plus grave pour nous. Les enfants n'arrivent pas à fréquenter et on n'a pas de moyens pour payer. Et l'état de route pour nous amener même ce cacao en route, ça ne nous permet même pas de supporter encore le coût du cacao dans notre village. Depuis 2015, je suis tombé malade. Personne ne m'aidait. Le miette que j'avais, j'ai tout dépensé. J'ai le café, j'envoie à l'usine. On ne me dit même pas le prix. Certains usiniers ont mis la clé sous le paillasson à défaut d'ouvrir et de dormir comme ici. Ces filières ont franchi la ligne rouge. Le store là que vous voyez au magasin, depuis presque beaucoup de temps, on ne voit exactement qui va prendre ça entre nos mains. Puisque le prix n'est pas en train de permettre à venir de charger ça pour pouvoir repayer les planteurs. Pourquoi pas aussi les rabatteurs qui nous fournissent également. Figurez que nous sommes ici en mi-mai. Que depuis janvier, nous n'avons jamais pu vendre un seul kilogramme de café. On n'a pas d'acheteur. Or, par le passé, avant qu'on ne démarre les machines comme ça tourne là, il y avait déjà de l'argent qui sont venus déposer dans nos comptes pour point qu'après des conséquences, on partait seulement le livrer. Mais cette année, curieusement, c'est plutôt nous qui avons attendu fatigués. Il n'y en a pas, il n'y a pas de preneur. Nous prenons la peine d'aller même vers eux. On dépose dans les magasins, on nous promet de l'argent dans 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Nous sommes à plus d'1 mois, on n'a jamais eu 5 francs. Par conséquent, le planteur souffre, l'usinier souffre, les ouvriers même souffrent. Les champs ne peuvent plus être engraissés. Les planteurs et autres maillons de la chaîne de production espèrent un sursaut d'orgueil du gouvernement camerounais pour sauver ces filières. En 81, les jeunes, la révolution ouverte nous avait installés et pour rentrer au village pour travailler. Mais aujourd'hui, on ne se trouve plus, on ne connaît plus où on se trouve. Où est partie la révolution verte au Cameroun? Il faut que le gouvernement s'occupe encore pour le planteur. Comment on peut les faire avancer? On envoie les enfants à travailler sans leur donner les produits. Ça, c'est lamentable pour l'homme producteur. Parce que la révolution verte a fait beaucoup, enrichir les enfants dans le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai 78 ans comme ça, là, mais j'ai les enfants que j'en ai, ils n'arrivent plus à faire quelque chose. Mais le champ que j'ai travaillé pour les nourrir, le champ est devenu minable. Nous n'avions plus le moyen pour faire subsister la famille. Ces plantations sont abandonnées en brousse. Vous voyez le cacao que vous voyez, il n'y a plus les entretiens sur ça. Tout ce que moi je peux demander au gouvernement, c'est de chercher les voies et moyens de faire mieux relancer la filière café que depuis un certain 2 ou 3 ans que ça souffre. Ça ne marche pas. En 2014, le gouvernement camerounais a adopté son plan de relance des filières café, cacao sur la période 2015-2020, évalué à 600 milliards de francs CFA. Où en est-on avec ce plan? La réponse se trouve sans doute dans les tiroirs à Yaoundé. Vous l'ignorez peut-être, mais la prééclampsie a un taux de prévalence plus élevé sur le continent africain. Il concerne environ 7% des grossesses et les complications sont généralement fatales pour la mère et l'enfant. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la prééclampsie, les médecins ont tenu à sensibiliser les jeunes femmes et la population sur la nécessité de prévenir cette maladie et les outils et les méthodes à adopter pour pouvoir lutter contre la prééclampsie. Reportage François Dikoumet et Gladys Sidi. Parmi les troubles hypertensifs constituant des complications de la grossesse, la prééclampsie représente les causes majeures de morbidité et de mortalité maternelle et périnatale. 10 millions de femmes dans le monde développent une prééclampsie chaque année et 76 femmes enceintes en meurent chaque année dans le monde. D'où l'urgence de la sensibilisation. Ça reste jusqu'à présent la deuxième cause de mortalité maternelle, toutes causes confondues, après les hémorragies du postpartum. C'est une entité avec une double dualité, en même temps clinique et biologique.
clinique, pourquoi? Parce que ça représente une élévation des chiffres tensionnels chez la femme enceinte avec une certaine valeur supérieure à 140 sur 90 mm de mercure. Chez une femme enceinte, généralement après la 20e semaine de grossesse, également qui peut s'associer à ce qu'on appelle la présence d'une protéinurie massive, c'est-à-dire la présence de protéines dans les urines, avec une certaine valeur supérieure à 300 mg par 24 heures. La prééclampsie est la deuxième cause directe de mortalité maternelle. Elle apparaît généralement après la 20e semaine de la grossesse et se caractérise par une élévation de la pression artérielle et un taux élevé de protéines dans les urines. Tout ce qu'on peut dire sur le volet étiologie de la prééclampsie, c'est qu'il y a un mécanisme qui est tout à fait connu, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de placentation placentaire. Une mauvaise vascularisation au niveau du placenta au cours de la grossesse va entraîner un ensemble de mécanismes qui seront plus tard responsables de l'élévation de la pression artérielle chez la femme enceinte et donc plus tard de la prééclampsie. Selon les médecins, quelques règles peuvent toutefois permettre de limiter les cas de prééclampsie. Cela réside avant tout dans la surveillance mensuelle stricte de la femme enceinte. Cette pathologie existe et ça va qu'on peut y remédier si vraiment nous avons nos sœurs, nos mères, nos tantes qui sont enceintes. Amenons-les à pouvoir aller faire leur visite prénatale à temps. Parce que si c'est diagnostiqué précocement lors des visites prénatales, ça peut être pris en charge précocement. Si vous souhaitez concevoir aujourd'hui ou demain, il faut aller vous faire consulter pour qu'on puisse essayer de diagnostiquer si vous portez un véritable facteur de risque qui peut vous exposer à faire la maladie plus tard. La prééclampsie peut apparaître au moment de l'accouchement et jusqu'à 6 semaines après. Un bon suivi médical de la femme est essentiel avant, pendant et après l'accouchement. Dans l'escale internationale, plusieurs membres du gouvernement gabonais ont perdu le sommeil. D'autres ont été limogés pour cause. Une affaire liée à l'exploitation illégale des essences forestières est en train d'emporter plusieurs hautes personnalités au Gabon. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Eric Martial Ndiomo. Pierre Claver Manganga Moussavou n'est plus le vice-président de la République du Gabon. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, il avait été porté à la vice-présidence à l'issue du dialogue national inclusif post-électoral. Pierre Claver Manganga Moussavou est limogé, tout comme le ministre des Forêts, Guy Bertrand Mapangou, le directeur général des douanes et d'autres hauts fonctionnaires liés à différentes administrations. Tous semblent avoir été ravagés par le Kevazingo Gate, scandale qui éclabousse plusieurs administrations gabonaises. Le Kevazingo, faut-il le rappeler, est une espèce de bois très rare, très prisée en Asie et interdite d'exploitation au Gabon. Elle est particulièrement recherchée pour la confection des parquets, des escaliers, des meubles de luxe et des portails de temples. 353 conteneurs chargés de ce bois avaient été découverts et placés sous scellé au port de Wendo, au sud de Libreville, lors d'une opération très médiatisée. Par la suite, les conteneurs s'étaient mystérieusement volatilisés avant que quelques-uns ne soient retrouvés. Une disparition des conteneurs mal digérés par des Gabonais qui exigeaient des démissions et des limogeages. Après le vice-président, le ministre des Forêts et des hauts cadres de l'administration gabonaise, d'autres chutes des barons du régime ayant une responsabilité proche ou lointaine dans cette affaire sont attendues. L'on estime la valeur du Kevazingo détourné à plusieurs milliards de francs CFA. Un reportage dans ce journal, une conférence sur le digital, sur initiative de l'Institut d'enseignement supérieur Pigier, qui vise à doter ses étudiants des nouveaux outils, des technologies de l'information, de la communication, afin de leur permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Reportage. Dans un monde en perpétuelle mutation et où le digital s'impose de plus en plus, il est impossible de penser un futur sans stratégie digitale efficace, quel que soit le domaine d'activité. À Pigier Cameroun, on l'a compris, l'école des métiers de l'entreprise a organisé sous le haut patronage de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat un séminaire initiatique sur la stratégie digitale comme facteur de performance du futur manager moderne. Les entreprises de demain doivent s'arrimer au digital et ça passe notamment par la formation à la base de ces cadres qui vont travailler dans les entreprises demain. Voilà pourquoi nous avons organisé ça au profit des étudiants de la ville de Douala et environ. Il y a un temps d'apprentissage, un temps d'acceptation de la part des uns et des autres et aujourd'hui, aux yeux au vu de tous, on peut dire officiellement, voilà,
nous sommes totalement engagés dans la transformation digitale. Comment donc être leader ou le devenir dans un monde digital? Durant le séminaire initiatique, étudiants et experts ont échangé. Ils ont soulevé des questions d'actualité sur l'état d'esprit du leader en vue de donner aux apprenants les rudiments nécessaires pour mieux affronter les défis de demain. Le digital offre des possibilités inexplorables, incommensurables et puis inexploitées. Pourquoi? Parce que l'explosion de l'Internet et des appareils connectés aujourd'hui entraîne une génération de données sans précédent. Et puis, on assiste à une transformation de presque tous les business models des entreprises et une adaptation dans le sens de toucher plus de personnes rapidement. Donc, dans cet écosystème, les étudiants peuvent très rapidement acquérir des compétences d'entrepreneuriat par le fait que l'information devient de plus en plus accessible. Ensuite, le digital peut permettre d'avoir les outils très rapidement pour mettre en pratique ces idées qui sont généralement conçues au fond au recoin de son esprit. Donc enfin, par les stratégies que les structures gouvernementales mettent à côté, qui vont être d'un accompagnement certain pour permettre aux uns et aux autres de réaliser leur plein potentiel. Ce séminaire de très haut niveau a permis aux futurs managers d'identifier les freins et leviers liés à la transformation digitale. Les étudiants sont désormais mieux outillés. Ce que je retiens de ce séminaire, c'est quoi? C'est déjà en tant qu'étudiant et en tant que professionnel que le séminaire a été très très édifiant. Pourquoi? Parce que les étudiants que nous sommes et les managers que nous avons en entreprise ne sont pas éduqués sur la notion du digital. On se rend compte aujourd'hui que le monde est de plus en plus digitalisé. Donc avec un séminaire comme ceci, on se rend compte que voilà, il faudrait déjà apprendre les fondamentaux. Et c'est ce que j'ai vraiment appris sur cette conférence. L'impact du digital est de plus en plus large. Il est plus que jamais important de s'arrimer à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. EPIG Cameroun en tient compte dans l'élaboration de ses programmes d'études en mettant l'étudiant dans des conditions d'apprentissage optimales. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, veut voir plus clair dans la disparition, on va le dire comme ça, on préfère dire disparition, de l'enseignant d'histoire et géographie il y a quelques jours à Bamenda. Adolphe Lélé-Lafrique qui appelle les populations à dépasser leur peur pour collaborer avec les forces de sécurité et de défense, pour collaborer également avec les autorités administratives dans le but de dénoncer les suspects ou les auteurs de l'acte terroriste. Lui, dans son communiqué, parle d'un acte criminel sans avoir identifié les auteurs. Il rassure que le gouvernement va tout faire pour retrouver les restes de la dépouille et la présenter au nom du chef de l'État et du ministre de l'Enseignement secondaire les condoléances à la famille dûment éprouvée. Ali Bongo Dimba enlève, on va le dire comme ça, mais à la retraite fait partir son vice-président, Prek Kaver Maganga Moussavou, et le ministre de la Forêt, Guy Bertrand Mapango. Tous les deux ont été limogés après ce scandale lié à la disparition soudaine de plus de 300 conteneurs qui ont été saisis il y a quelques mois, des conteneurs où se trouvaient des essences forestières rares, interdites d'exploitation et pourtant très convoitées en Asie. Du coup, la population a réclamé des têtes et voilà des limogeages en cascade observés au Gabon sans pour autant résoudre le problème lié à l'exploitation des ressources naturelles en Afrique centrale. Vous dites que la population gabonaise a réclamé des têtes. Effectivement, Serge Alain. Et le président les a compris. Il les a compris et son vice-président fait partie de ceux qui ont sauté sur son fauteuil au Gabon. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. Non, demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi. Ah nous serons encore ensemble. Je crois que nous étions jeudi. Bon, rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h, Serge Alain. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités pour deuxième partie Equinox Soir, c'est le temps du débrief.